Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi pour Webpress. Webpress d'aujourd'hui sera socio-économique et politique, bien sûr. Nous allons essayer de balayer un peu tous les aspects de l'actualité cette semaine. Nous allons parler de la hausse du prix des denrées de première nécessité et de la hausse du prix du carburant. Nous allons parler évidemment de la Senco aussi. Qu'est-ce qui se passe à la Senco aujourd'hui? Nous allons parler de l'arrêté du Premier ministre par rapport aux sorties médiatiques de ces ouailles, entre guillemets. Et évidemment, nous allons parler de bien d'autres choses si le temps le permet. Je ne suis pas seule comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs. J'ai avec moi trois estimés confrères. Je suis avec Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. Très heureuse d'être avec vous, Marcelin. C'est moi qui suis également heureux de retrouver des confrères sur ce plateau. Merci Marcelin Chiswaka de Congo Web Télévision. Il fait partie de la rédaction, il est reporter sur le terrain. Nous allons parler avec Gabi Kouba, journaliste indépendant. Très heureuse d'être avec vous, Gabi. Merci beaucoup, Madame Pikaka. Merci, merci. Et nous allons terminer avec un confrère. Je suis vraiment heureuse parce que sa chaîne a repris aujourd'hui, CKTV Aimé. Je crois que depuis que je le recevais, je posais cette question. Comment ça va CKTV? Et bien aujourd'hui, CKTV Aimé. Très heureuse d'être avec vous, Pascal Onge. Merci. En tout cas, c'est depuis que l'année a commencé. C'est la première fois que nous nous retrouvons ensemble sur le même plateau. Et je crois que nous allons continuer à analyser objectivement comme nous avons déjà créé l'habitude. Voilà, nous allons prendre un sujet vraiment très social. Nous allons commencer par l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Marcelin Titoka, vous êtes reporter sur le terrain, vous descendez dans la ville de Kinshasa et en tout cas, nous avons levé l'option Gudule Boalia, la dada que nous appelons affectueusement, et moi, c'est un combat aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui pas seulement poster les photos de Kinshasa la belle. Notre combat aujourd'hui, c'est poster les photos de Kinshasa qui est sale pour inciter un peu les autorités à mettre un peu le main dans la pâte. Vous qui descendez aujourd'hui à Kinshasa, Kinshasa est-elle propre ou il y a des endroits vraiment que vous estimez sales? Madame, merci d'abord pour cette opportunité. Je ne crois pas qu'il y a des endroits où on peut dire aujourd'hui que Kinshasa est propre. D'une manière générale, Kinshasa ressemble à une poubelle. Et il suffit de faire un tour dans des quartiers huppeux, j'ai dit des quartiers qui étaient des quartiers de renommée, notamment la Gombe. Aujourd'hui, vous retrouverez que la Gombe est très sale. Donc, il n'y a pas une politique au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, une politique réelle de l'assainissement de la ville, étant donné que l'autorité urbaine, à travers porte-parole du gouvernement provincial qui nous a fait croire il y a de cela 3 mois qu'il y avait un contrat qui avait été signé avec Tierce pour s'occuper de l'assainissement au niveau de la ville et surtout de l'évacuation des immondices au niveau de la ville de Kinshasa. Je vous dis aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il y a un tel contrat qui est en exécution depuis que l'Union européenne a cessé de pouvoir évacuer les immondices. La ville est vraiment sale. Et il est difficile, je m'interroge même sur la politique de Kinshasa. Faites un tour non loin ici de quand le Fungula, vous allez remarquer qu'il y a des immondices qui font un mois sans qu'on vienne les évacuer. Vous êtes sur l'avenue Kabambaré, c'est la même chose. Et quand vous arrivez sur l'avenue du commerce, même sur l'avenue Bokassa, au centre du marché de Kinshasa, c'est la même chose. Je m'interroge, madame, s'il y a réellement une politique d'assainissement et de salubrité au niveau. Gabi Kouba, moi je prends l'aspect économique. C'est vrai que la gestion des immondices, même aux États-Unis, même en Europe, c'est un problème. On voit aussi 2 fois, nous avons vu dernièrement la grève des agents à Naples, je crois, si je ne me trompe pas, en Italie, comment les poubelles ont envahi la ville de Naples. Économiquement, est-ce que ça pèse la gestion des immondices ou il faut des structures adaptées ou des structures spécialisées pour gérer les immondices? C'est vrai que ça fait partie de l'organisation administrative et politique de chaque pays, de chaque État. On ne peut pas dissocier cela. Il faut voir également au niveau de la gouvernance d'abord. Il n'y a pas seulement que la gouvernance économique qui pose problème, mais la gouvernance politique en elle-même pose un grand problème. L'Union européenne a assisté l'hôtel de ville de Kinshasa avec un montant de 90 millions d'euros. On savait que les projets allaient s'arrêter un jour. Et l'hôtel de ville était conscient
que ce n'était pas un programme illimité, donc il fallait prendre des dispositions. L'Union européenne, le financement s'est arrêté et aujourd'hui on ne fait presque pas le minimum, madame. C'est ça le plus grand drame. Donc, les slogans aujourd'hui, que je suis quinois, je vis avec l'insalubrité. C'est ça, c'est ce que nous vivons au quotidien. Marcelin a soulevé quelques cas de décharge publique ici. Mais le quartier, par exemple, les Sifoko, les gens qui ont construit... Sifoko, c'est vers où? C'est vers l'aéroport de l'aéroport. Voilà. Mais je me pose la question si ce n'est pas un génocide envers les habitants de ces quartiers. Le terrain que vous voyez, le terrain n'existe plus. C'est une décharge qui n'est plus évacuée depuis près d'une année. Ici, à Lingouala, sur l'avenue du 24, à côté de l'hôpital. Quel hôpital? Centre Vijana. Centre Vijana. Quand vous avez des patients qui viennent se faire soigner, et déjà ils ne savent pas respirer, cela veut dire qu'on est en train d'achever les malades qui viennent se faire soigner là-bas à l'hôpital. Rien qu'à l'hôtel de ville, quand vous roulez, je me pose la question, où est-ce que vous stationnez? À l'hôtel de ville. Mais c'est l'image. Pourtant, l'exemple devrait partir de là. Dès lors que vous êtes à l'hôtel de ville. Est-ce que c'est toujours un problème des moyens? Je ne pense pas. Parce que si on les fait, si on faisait ne fût qu'un service minimum, on n'en serait pas là. Mais c'est parce que rien n'est fait. Parce que vous pouvez passer une semaine, 2 semaines. Mais c'est pour autant. Parce que vous parlez de l'aspect économique. Tous les petits commerçants qui sont là. Mais ils payent les taxes de l'hygiène. Qu'est-ce qu'on fait avec cette taxe que les gens payent pour l'assainissement dans nos marchés municipaux? Vous avez des services qui passent pour collecter cette taxe-là. Mais on n'évacue pas de poubelles. Vous avez soulevé les cas ici, vous dites non, ce n'est pas seulement qu'au Congo. Mais au Congo, est que l'inconscience a atteint un degré très avancé, à tel point qu'il y a un abandon total. Donc, on n'est plus dirigé. Vous n'avez pas aujourd'hui l'impression que la ville est dirigée. La ville n'est plus dirigée. Est-ce que c'est seulement un problème de moyens? Mais le budget qu'on défend, pourquoi on défend le budget? Même si on dit, ah oui, ce ne sont que des prévisions. Mais sur les prévisions, qu'on nous dise, la part que le gouvernement provincial alloue à l'hôtel de ville de Kinshasa, voilà, au lieu d'exécuter par exemple les 50%, on a exécuté pour l'assainissement de la ville de Kinshasa 30%, 20%, 25%. Vous avez des agents par exemple, d'ailleurs le directeur général de la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa a été démis de ses fonctions, le professeur Emmanuel Billet, il n'est plus là. Les agents ont fait des mois et des mois, 8 mois d'arriérés, sans percevoir leur salaire. Quel est le travail que vous pouvez demander à ces gens-là? Et puis, une question, pardon, quand l'argent de l'Union européenne a été affecté, on a mal réparti l'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on a vu des petites ONG qui ont été créées de gauche à droite. Il n'y avait pas, au lieu de financer par exemple le programme national d'assainissement, la direction provinciale de Kinshasa ou encore la régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, ça n'a pas été financé. On a créé des ONG. Et curieusement, ce sont des responsables qui ont créé des ONG satellites qui ont perçu cet argent pour un travail non visible. Et on est revenu aujourd'hui, l'insalubrité s'est tellement accrue dans la ville de Kinshasa et on ne sait plus quoi faire. Pascal, nous prenons un autre angle. C'est vrai, nous avons pris l'angle de l'autorité, nous avons pris l'angle économique. Moi, je prends maintenant l'aspect humain, du Congolais lui-même. Avec un internaute sur Twitter, il a tweeté une photo, il a dit que nous sommes, nous aussi, nous-mêmes Congolais, responsables de cette insalubrité. Un Congolais n'a pas honte de jeter un déchet par-dessus son épaule. Un Congolais n'a pas honte de jeter des déchets n'importe où. Le Congolais, la question est claire. Moi, je ne badine pas sur le mot. Le Congolais est-il sale? Parce que ce même Congolais-là n'agit pas ainsi quand il est à Paris, quand il est en Suisse, quand il est aux États-Unis ou quand il est au Japon. Pourquoi il agit comme ça quand il est à Kinshasa? Mais il faut l'encadrer, Paulette. Lorsqu'il n'y a pas un bon encadrement, le problème va se poser. Vous avez vu avec l'Union européenne, lorsque nous avions eu des poubelles publiques, les gens ont su maintenant orienter leurs déchets vers ces endroits. Le problème ne s'est pas posé comme tel. Aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il n'y a pas un bon encadrement par l'autorité. Et voilà, les gens se comportent de la manière qu'ils se comportent aujourd'hui. Avec vous, je crois, il y a une année ou quelques mois passés, je vous parlais, je vous ai fait une démonstration parce que la ville a au moins 24 communes. Sur les 24 communes, je vous avais dit, au moins 15 à 16 communes n'ont pas connu ce qu'on a appelé 5 chantiers, moi encore la révolution de la modernité.
Je vous citais la commune d'Ensele, je vous citais la commune de Manoukou, je vous citais la commune de Massina, je vous citais la commune de Mongafula, si vous voulez, je vous citais la commune de Matete, je vous citais la commune de Ngaba, Makala, ainsi de suite. Il n'y aurait aucune route construite. Et alors aucune. Ces communes sont restées dans cet état. Depuis l'époque coloniale. Alors, on n'a rien de nouveau. Ça, c'est le problème de la mauvaise gouvernance. Je me posais même la question la fois passée, si Kinshasa a eu à connaître un gouverneur qui est resté longtemps comme Kimbuta, 10 ans durant, et vous n'avez pas été à mesure de construire même une petite route convenable pour votre pays, votre capitale, c'est un problème très sérieux. Mais il a construit le boulevard Kimbuta quand même. Oui, mais voilà, c'est aucun problème. Gabi vous a parlé ici, l'entourage de l'hôtel de ville. Mais quand vous prenez l'avenue Colonel Ebeya, mais elles sont devenues impraticables. Je ne sais pas si le gouverneur le voit. Je sais qu'il voit parce que c'est chez lui. C'est un problème sérieux. Je suis la télévision, je vois une publicité de la DGRK Tofuta Mpako. Là aussi, je rejoins. Mais on va payer Mpako comment? Ah, je ne décourage pas les gens. Mais simplement parce qu'on sait que lorsqu'on paye, l'argent va dans les poches des individus. Et c'est comme ça que lorsque les musiciens chantent, et c'est les mêmes personnes qui perçoivent l'impact là, donnent maintenant aux musiciens l'argent des contribuables. Lorsqu'on contribue l'argent, en contrepartie, qu'est-ce que les gens attendent? Avec les vignettes, ainsi de suite. Construction des routes, qu'on ait alors de belles routes. Quoi que les conditions sociales soient prises en compte sérieusement par les dirigeants. Mais le constat aujourd'hui, c'est que le peuple est délaissé à son triste sort. Les petites routes qui ont été construites par le gouvernement central, ici à Kinshasa aujourd'hui, elles sont dans un état de délabrement, en tout cas inexplicable, à l'indifférence totale des autorités. Alors là, nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Et curieusement, les mêmes lorsqu'il faut parler aujourd'hui des élections, vous dites, non, bon, vous pouvez partir, ne postulez pas, ils sont les premiers à postuler parce qu'ils ont l'argent, ils vont corrompre, probablement ils pourront encore être élus. Pour quel intérêt? Servir quel le peuple? Simplement pour vos petites familles. Les familles en question ne vivent pas ailleurs. Gombe en question, Gombe qui était considéré comme une commune exceptionnelle, mais aujourd'hui... On est plus que ça aujourd'hui. Là, nous devons interpeller les responsables aujourd'hui, non seulement au niveau provincial, mais également au niveau national, qu'ils prennent ne fût-ce que conscience qu'il s'agit du pays, qu'il s'agit ne fût-ce que de notre ville, la ville de Kinshasa, qu'on essaye un peu d'assainir correctement la vie pour l'intérêt de la société. Vous avez relevé un fait, et là nous prenons déjà le deuxième sujet, c'est, comme vous avez parlé des postes dont nous entrons, aujourd'hui nous allons aller méli-mélo, nous allons parler de la primature. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens se battent pour ce poste de la primature à la Senco. D'ailleurs après leur point de presse, les évêques ont carrément dit qu'il y a... Les évêques ont carrément dit qu'il y a ce point-là qui coince, c'est le choix du Premier ministre. Alors, Marcelin Tshiswaka, aujourd'hui, ne peut-on pas laisser Samy Badibanga travailler calmement? Parce qu'aujourd'hui, il a l'impression qu'il travaille sur des charbons ardents parce qu'il s'est partant. Est-ce que va-t-il réellement bien travailler? Ou aujourd'hui, que les politiques se retrouvent et on trouve ensemble ces fameuses listes-là ou ces noms-là qu'on donne au chef de l'État et qu'on continue. Parce que le pays, vous avez déjà vu l'état de route, personne ne gère ce pays finalement. Madame, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la légère accalmie que nous avons ici, nous l'avons trouvée grâce à l'accord du centre interdiocésain. Donc nous avons déjà l'accord, il n'est pas question qu'on puisse laisser Samy Badibanga. Un compromis a été trouvé que le Premier ministre viendra de l'opposition non signataire de l'accord. Nous entrons au mois de mars, 3 mois déjà, 2 mois passés déjà. C'est de la mauvaise foi. La conférence épiscopale nationale du Congo l'a dit peut-être en des termes aussi très diplomatiques. Ce que je n'ai pas apprécié dans la communication, il faudrait que la Senco puisse nous dire à quel niveau ça bloque. Parce que il a dit c'est le choix du Premier ministre. Justement, le mot de désignation du Premier ministre. Le mot de désignation du Premier ministre à l'article 3e point de l'accord qui stipule que le gouvernement de la République est dirigé par un Premier ministre et présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et qu'il est présenté par cette opposition et nommé par le chef de l'État. Je crois que l'accord
est clair. Ce n'est pas au niveau des arrangements politiques, on pourrait encore chercher comment revenir. C'est comme si on renégociait encore cet accord, madame. Je crois que la majorité est dans la politique de pourrissement, étant donné qu'il y avait déjà un accord de la Cité de l'Union africaine. Et la majorité est en train de travailler dans cette logique-là de la Cité de l'OIA. Vous allez conviendre avec moi qu'aujourd'hui, nous consommons déjà 2 mois et qu'on a projeté à la Cité de l'OIA les élections au plus tard en décembre 2017. En avril 2018. Alors quand vous totalisez les 2 mois et le temps que nous mettrons pour avoir le Premier ministre et son investiture, l'investiture de son ensemble du gouvernement, vous verrez qu'on aura consommé déjà presque les 4 mois, ce qui pourrait nous ramener directement en avril 2018. Je crois que la majorité présidentielle garde le cap sur l'accord de la Cité de l'OIA, que c'est lui trouvé au centre interdiocésain. Alors, de l'autre côté, il va falloir que le rassemblement ou encore l'opposition dans son ensemble puisse faire également jeu égal au niveau pour ne pas bloquer la machine. S'il faut concéder les 3 non, on les fasse pourvu que nous puissions aider, parce que la finalité, c'est l'organisation des élections pour ne pas bloquer la situation. Gabi Kouba Marcel a dit, la finalité en fait pour ce gouvernement, les missions assignées à ce gouvernement sont déjà connues, c'est l'organisation des élections. Pourquoi ne pas mettre chacun de l'eau dans son vin? L'AMP dit 3 non, le chef de l'État dit 3 non, eux ils disent 1 non. Bon, pour couper la poire en donnant 2 non, et nous avançons. Parce qu'après tout, on doit d'abord, comme le disait De Gaulle, quand les Français sont ensemble, ils parlent de la France. Moi, je me pose la question, si les Congolais sont ensemble, s'ils parlent de la RDC. Malheureusement, cet adage ne colle pas pour les Congolais, parce que chacun a des ambitions démesurées. Quand les Français sont ensemble, c'est pour résoudre leurs problèmes. Mais lorsque les Congolais sont ensemble, chacun voit d'abord son intérêt personnel. Donc, les gens ont une débauche d'ambition personnelle assez prononcée, sans avoir une quelconque idée en ce qui concerne la gestion de la République. Et en ce moment-là, ça pose un vrai problème parce qu'on n'a pas un objectif, on n'a pas une vision commune en ce qui concerne la gestion ou le progrès de la République, mais plutôt chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Ce retard est profitable à un groupe de gens parce que l'objectif était d'arriver à un glissement. Dès lors que c'est avalisé, mais on est plus pressé. Donc les acteurs du glissement ont gagné. Ceux qui devraient faire pression pour que la situation change sont tombés dans les pièges. C'est comme si aujourd'hui toute l'attention est focalisée sur la formation d'un gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement du Kantchachi qui doit continuer? Est-ce que c'est le gouvernement du centre interdiocésain qui doit organiser les élections? Mais il faut voir dans tous les 2 cas. Dans un cas comme dans l'autre, les Kantchachi élections, c'est en 2018. Et le groupe du centre interdiocésain, l'accord du centre interdiocésain, les élections, c'est à la fin de cette année. Mais déjà, vous avez consommé 2 mois depuis que l'accord a été signé. Donc, le temps de poursuivre ces négociations pour la formation de ces gouvernements avec la désignation d'un Premier ministre qui pose problème, c'est-à-dire qu'on va, on va dépasser le délai de l'accord du centre interdiocésain. Et rien, parce que la logique est de confisquer le pouvoir le plus longtemps possible, à chacun de comprendre la métaphore que nous utilisons. Donc, prendre le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible à tout prix, et rien ne vous donne une quelconque garantie que même en 2018 ou en 2019, avec les gouvernements issus de l'accord de la Cinco, et vous allez organiser des élections, il y aura alternance. De plus, les pressions qu'on avait observées de part et d'autre, avant le 19 décembre, sont retombées. Comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Affaires étrangères, Chokitodo, qui fait le tour du monde pour essayer de convaincre la plupart des puissances de raviser leur position face à la situation politique de la République démocratique du Congo. Et vous savez que dans ce jeu, les intérêts comptent et on peut voir, on peut se pencher du côté du moindre mal dès lors qu'au niveau interne, les pressions n'existent plus, n'existent presque plus. Comme dirait une certaine opinion, comme tu sais qu'il est mort, donc les pressions... Or, dans ces cas, nous sommes en train de poursuivre l'ombre, mais nous oublions les sujets. Quel est le sujet?
l'illégitimité de toutes les institutions de la République qui ont reçu les mandats du peuple, on les a oubliés. Et l'ombre, c'est quoi? C'est le partage des responsabilités. Donc, dans ces cas, les combats, le vrai combat de l'alternance passe en tout cas à côté de l'objectif. Donc, nous sommes passés à côté de l'objectif et on a raté. Pascal Ongé, est-ce que la SENCO, parce que nous prenons la température de cette population qui nous suit, il y a une frange de la population qui dit que la SENCO est complice, la SENCO a permis à ces institutions de glisser. Aujourd'hui, la SENCO est en train de souffler le chaud et le froid. Aujourd'hui, la SENCO, en tout cas, couvre les manœuvres politiciennes de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la SENCO doit-elle se retirer de ces marchandages politiques et laisser les politiques faire leur travail? Parce qu'après tout, il y a séparation entre l'Église et l'État. C'est complexe aujourd'hui pour la SENCO parce que lorsqu'on avait commencé avec les négociations au début, il y avait un langage utilisé par la SENCO, l'emploi du plan B. Alors aujourd'hui, on se pose même la question, qu'est-ce que voulait dire alors le plan B? Et où est parti ce plan B? Donc la SENCO est dans l'incapacité aujourd'hui d'appliquer le plan B en question. Alors maintenant, vous aviez promis les gens qu'au cas où les acteurs politiques ne se mettaient pas d'accord, nous, la SENCO, nous avons la possibilité de débloquer la situation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est tout à fait impuissante et incapable. Voilà, c'est à ce stade où nous sommes. La SENCO, pour vous, la SENCO a échoué, lamentablement. Je ne sais pas encore parler de l'échec, mais il est en train d'être constaté que la SENCO est en train d'échouer. Ici, la majorité ne veut pas appliquer l'accord signé le 31 décembre. Elle a signé l'accord sous réserve, parce qu'elle recherchait l'inclusivité. Simplement parce que l'OMLC n'avait pas encore apposé la signature. À ce moment-là, on commençait maintenant à associer l'OMLC comme un grand parti politique, ainsi de suite. L'OMLC appose sa signature. Il restait maintenant les signataires du premier accord qui participaient dans ce dialogue et aussi ont signé. Le problème de l'inclusivité ne se posait plus. Donc, le prétexte cherché par la majorité n'avait plus ce sens. Il fallait trouver autre raison. La deuxième raison aujourd'hui, c'est le choix du Premier ministre. Marcelin nous a lu l'article 3.3 de l'accord. C'est clair, le Premier ministre sera présenté par l'opposition. Donc, à ce moment-là, le problème ne se pose pas. N'est-ce pas? Parce qu'il faut maintenant chercher comment bloquer les choses. Et on bloque cet accord. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dispositions qui ont posé problème. Contrairement au premier accord signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Quels sont ces problèmes? Le premier point, c'est la non-possibilité de toucher à la Constitution. Pour la majorité, en tout cas, il n'aurait pas fallu, parce que le rêve depuis tous ces temps, c'est comment reviser la Constitution. Deuxième point, c'est la non-possibilité pour le chef de l'État de bénéficier d'un troisième mandat. Ça, pour la majorité, en tout cas, c'est incompréhensible. C'est là où comment maintenant bloquer l'accord? Comment faire échouer cet accord? Finirons-nous, Pascal Ongé, par ce fameux référendum? Nous finirons par là? Mais le danger aujourd'hui, c'est le manque également de la sérieuxité de la part des membres du Rassemblement aujourd'hui, après la mort de Tshisekedi. Vous voyez comment les gens se comportent. Gabi vous a fait une proposition que je salue, moi aussi. Et d'ailleurs, vous aviez aussi appuyé. Comment ne pas simplement faciliter les choses? Parce que les autres, cherchant toujours des prétextes, avancent la raison de 3 candidats pour appliquer l'esprit de l'article 78 de la Constitution qui donne le pouvoir au chef de l'État de pouvoir nommer. Alors, à ce moment-là, vous présentez les noms. Nous pouvons par exemple proposer, vous alignez Moubaké, vous alignez Etienne Tshisekedi, vous alignez, et puis vous alignez aussi Franck Diongo ou les autres. Mais ils vont se débattre maintenant à Félix Tshisekedi, simplement parce qu'il est le... bon, excusez le terme. Donc, il y a possibilité plutôt de débloquer la question. L'opposition est en train de jouer le jeu de la majorité. J'ai l'impression aujourd'hui, parce que elle tergiverse, elle n'avance pas. Elle fait le jeu du pouvoir. Le pouvoir qui veut encore gagner un peu du temps. Et surtout, vous avez suivi la dernière sortie du ministre, le Premier ministre, Fidèle Tingombayi. Il fait croire à l'opinion qu'il n'y aura rien. Qui démissionnera pas. L'accord du 31 décembre ne sera pas appliqué. Badi Banga est là et il reste. Alors, on se pose même la question, comment il est poussé par quoi? Dès lors que, lorsque nous voyons le chef de l'État, il dit, trouvez-moi les noms, je vais nommer. Ça veut dire qu'il est prêt à appliquer l'accord, considérons comme tel. S'il va appliquer l'accord, comment un ministre Premier ministre, peut alors aller au-delà de la volonté du chef de l'État qui est prêt à appliquer cet accord?
Alors là, le problème se pose. Je n'ai pas encore terminé. Il va plus loin pour dire, nous n'allons pas démissionner. Exactement. Mais vous n'allez pas démissionner. Le pouvoir que vous avez, ce n'est pas un pouvoir électif. Vous avez été nommé par Monsieur Tingombaï, le pouvoir que vous avez, ce n'est pas un pouvoir électif. C'est un pouvoir nominatif. On vous a fait le choix. Il s'agit de la volonté du chef de l'État. L'homme même qui vous a fait sa volonté, qui vous a confié sa volonté, il peut vous la retirer. Mais si aujourd'hui vous la retirez parce que l'accord est clair, il faudrait que le Premier ministre provienne du rassemblement, mais vous n'allez pas vous opposer. En vertu de quoi? En vertu de quoi? Voilà. Marcel, là, nous prenons l'autre point, c'est cet arrêté du Premier ministre Sami Badibanga qui censure, entre guillemets, ces ministres, parce que chacun aujourd'hui, on avait l'impression, d'ailleurs je l'avais soulevé dans une de mes émissions, des sorties intempestives de ces ministres, chacun sortait et disait, permettez l'expression, n'importe quoi aujourd'hui. Et d'ailleurs, selon les explications de mon frère Pascal Ondji, on a l'impression que le président de la République et sa majorité ont deux langages tout à fait distincts. Quand un vice ou un ministre près du Premier ministre, c'est ça, qui ose et qui affirme avec assurance qu'ils ne démissionneront pas. Et quand on voit le chef de l'État, lui dit, donnez-moi les noms, je cite, qui dit la vérité dans tout ça? Et quel est votre point de vue par rapport à cette mesure de censure? A-t-il raison, Sami Badibanga, de censurer ces ministres? Madame, avant d'aborder la question de Sami Badibanga, je voudrais revenir un peu sur la bonne foi du chef de l'État de pouvoir appliquer. Il faut lire tout simplement le dernier point de presse d'Aubin Minakou sur la prétendue lettre aux correspondances de Tshisekedi à Joseph Kabila. Vous avez dit... Une lettre sur le net, on ne sait pas, on ne connaît même pas la provenance. Vous avez vu comment Minakou a réagi pour vous dire que le chef de l'État n'a jamais reçu une lettre venant ni des évêques, ni de Tienne Tshisekedi, et que si une telle lettre existait, mais pourtant, l'abbé Chollet a recadré pour dire qu'il y a bel et bien une correspondance de Tshisekedi qui a été transmise au chef de l'État, mais que le chef de l'État n'a pas réceptionné. Ça, il faut comprendre... Donc quelqu'un s'est assis sur cette lettre? Non, le chef de l'État n'a pas réceptionné la lettre, puisqu'il estimait qu'il faudrait que la lettre soit présentée par les nouveaux présidents du Conseil des sages des rassemblements. C'est à celui-là qu'il faudrait que cette lettre provienne. Mais tout ça, les chefs d'État veulent gagner, dit-on. C'est que l'opposition radicale a se trouvé un remplaçant facilement à Étienne Tshisekedi. Et à ce moment-là, il gagne du temps. Et si vous partez dans cette logique-là, Tingombaï vous dira qu'ils ne pourront pas démissionner. Il est conscient que nous sommes dans la logique du pourrissement et on prendra cet accord de la Saint-Sylvestre pourra tomber caduc à un moment. Adolphe Mouzito l'a dit, nous tendons vers un troisième dialogue, mais pour quelle finalité? C'est quand on arrivera au soir de décembre 2017, on constate qu'il n'y a pas des élections, mais qu'est-ce que nous faisons? On va se rencontrer encore autour d'une table, nous n'avons pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faudrait adapter nos moyens aux institutions, à la vie des institutions congolaises. Germain Kambinga ne l'a pas caché, et ça pourra nous ramener à un référendum. Nous sommes dans cette logique-là, madame. Maintenant, il appartient plutôt à la population. D'abord, la population, la SENCO, qui est incapable, comme Pascal l'a dit aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas un plan B au niveau de la SENCO, parce que la SENCO elle-même appelle la population à prendre du courage et à pouvoir bien s'assumer pour amener les politiques à s'entendre et à signer, à aller vers l'exécution ou l'application effective de cet accord. Donc, on comprend justement que il revient maintenant à la population de pouvoir se prendre en charge. Maintenant, Pascal, disons, Gabi dit qu'il n'y a pas la pression sur le plan interne. Je suis en train de voir les choses autrement. Quand vous voyez la tension sociale sur le plan économique, ça peut être un élément déclencheur aussi. Tout le monde... Avec le dollar qui vaut aujourd'hui 1337 la situation économique ne tient pas. Les gens sont dans l'attente de l'enterrement, de Étienne Tshisekedi. C'est ce qui bloque également aussi. Je crois que si on pouvait se passer, terminer avec les obsèques de Tshisekedi, vous allez retrouver cette pression-là. Et selon JeuneAfrique.com, le corps de Tshisekedi pourrait arriver d'ici 2 semaines.
Par rapport à la censure, justement, c'est une rétention de l'information tout simplement que le Premier ministre fait. Mais les ministres ont quand même le droit de réserve aussi. Madame, ça se fait partout je crois que Sami Badibanga a tiré tout simplement conséquence par rapport à la dernière sortie du ministre son ministre des Finances. Vous avez vu qu'il nous a fait croire, je ne sais pas, Finances, c'est le budget, nous a fait croire qu'il n'y aura pas, qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour organiser les élections, alors que toute la nation attend les élections en 2017, et que les autres ministres sont revenus pour recadrer leurs collègues. Voilà, il y a les désordres même dans la communication du gouvernement ou des membres du gouvernement. Et sur ce point-là, il a peut-être raison, mais nous savons que le ministère aujourd'hui sont nos sources d'information. Mais s'il y a rétention, comment nous, par exemple, les journalistes, nous aurons l'information? Là, il nous amène dans la spéculation. Ça, il faut craindre cela. Gabi Kouba, nous allons vers la spéculation. Est-ce que le ministre, aujourd'hui, pour parler devant la presse, ont besoin d'une autorisation express du Premier ministre aujourd'hui? Moi, je ne connais pas un seul pays du monde où un ministre, avant de se confier aux médias, va demander l'autorisation. Mais il y a quand même une ligne prévue, il y a quand même le droit de réserve aussi. Le ministre ne dit pas n'importe quoi non plus. Oui, c'est vrai qu'il y a n'importe quoi, comme vous le dites. L'expression, je vous la concède. Mais je suis à Walikali avec un ministre. On constate un fait sur place. J'avais l'interviewé. À partir de là, il lui a dit, bon, voilà, au lieu de m'interroger ici, j'écris d'abord au Premier ministre qu'on arrive à Kinshasa. Après sa réponse, je vais vous accorder cette interview, ça ne se passe pas comme ça. Et je sais qu'il y aura des ministres qui vont se rebeller. Ils vont toujours communiquer. Et il y a un problème même de cohésion au niveau du gouvernement. Vous avez vu la première mesure d'ailleurs que le Premier ministre Badibanga a prise pour demander au ministre et que tout arrêté doit être débattu en Conseil des ministres. Du coup, la contestation est venue de Tambwe Mwamba. La réponse de Tambwe Mwamba, c'est la réponse du berger à la bergère. Donc c'est clair. Les ministres ne vont pas, on ne va pas l'écouter. Même si ils ne peuvent pas se... Mais nous, moi d'ailleurs, je préfère, j'aime l'anonymat parce que moi je fais la presse écrite, je n'adore que ça. Si les ministres ne peuvent pas se prêter devant les caméras pour faire le show, parce que la plupart d'entre eux aussi font le show, mais il n'y a pas de contenu. Des événements, par exemple, du Kassai, Mende dit autre chose, Chadar anime un point de presse, il dit autre chose. Contradiction au sein du gouvernement. Mais nous, la presse, nous nous nourrissons aussi de cette polémique. Nous voulons qu'il y ait également de pareilles informations. Parce que quand il y a contradiction, ça nous donne la matière. Et moi, j'aime ça. Je sais que les ministres, il y a beaucoup de ministres qui ne vont pas se soumettre à la décision du Premier ministre. Mais quant à recadrer les choses, il faut qu'on discute quand même certaines questions à l'intérieur, au sein du Conseil des ministres, qui se tient avec délestage. Hein. Je ne sais pas. Depuis que Badibanga est arrivé, j'étais en dehors du pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, même quand je suis en dehors du pays, de Kinshasa, je suis toujours des informations. Je suis toujours des informations chaque jour et au quotidien. Je ne sais pas, il a présidé combien de conseils des ministres. Bon, Matata avait peut-être que sa bande chaque matin avec les cravates rouges. Bon, Badibanga, aujourd'hui, c'est quel groupe? Il a un groupe de ministres qui les réunit chaque matin, chaque lundi, ou bien il a dirigé combien de conseils des ministres? Parfois, c'est le président de la République qui dirige les conseils des ministres. Je n'en ai vu qu'un seul conseil depuis que le gouvernement Badibanga est en place. Dès lors, plus rien. Quand est-ce qu'ils débattent des questions de la nation ensemble? Alors, s'il n'y a pas de décision commune, cela veut dire que chaque ministre peut évoluer comme électron libre en ce qui concerne son secteur d'activité. Est-ce que ce n'est pas ça le danger, Pascal Omonje? Parce que c'est ça, on sait, nous voyons les autres pays. C'est vrai qu'on nous dit toujours comparaison n'est pas raison, mais nous n'allons pas inventer non plus la roue. On regarde la France, qui est l'exemple tout près de démocratie. Il y a des conseils de ministres qui se tiennent. Il y a une ligne prévue par le gouvernement. Chez nous, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a, on ne sait pas quel jour se tiennent le conseil de ministres. On ne sait pas qui parle au nom de qui. Il y a un porte-parole du gouvernement. Est-ce que Mende aussi est assujetti à cette loi de censure? On ne sait pas très bien comment ça va se passer. Comment arrêter Mende? C'est ça aussi la question. C'est ça maintenant. Comment arrêter Mende, l'homme qui a des réponses à toutes les questions, au ciel, sur la terre, sur les mers, sur la mer, un peu partout. Comment l'arrêter alors à travers cette mesure? Le cas Mende, c'est un cas très complexe. C'est un cas très complexe. Mais simplement, le ministre ou les ministres agissent dans leur secteur comme responsables. C'est l'esprit même, je crois, de l'article 93 de la Constitution. C'est comme ça que Tambwe Mwamba, recadré le Premier ministre, et là, il est allé encore très loin. Il dit
Je comprends, le Premier ministre, parce que par le passé, il n'a jamais été vice-ministre, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais siégé au gouvernement. C'est trop faux. Et peut-être qu'il n'a pas tort, parce que vous ne pouvez pas interdire à un ministre de communiquer. Vous ne pouvez pas interdire à un ministre de prendre un arrêté. Si le ministre ne prend pas l'arrêté, ça veut dire... Ou alors, lorsqu'il doit prendre l'arrêté, c'est ensemble avec le Premier ministre. C'est que si aujourd'hui le ministre est interpellé à l'Assemblée nationale, dans le cadre de son secteur, le Premier ministre aussi parce que le Premier ministre, hiérarchiquement, il est plus supérieur que le ministre, c'est que c'est le Premier ministre qui va répondre maintenant à l'Assemblée nationale à la place du ministre. Là, ça pose un problème. Donc, on a essayé d'aider le Premier ministre à comprendre comment fonctionne le gouvernement. Et je me rends compte que jusque-là, il a encore des difficultés à comprendre correctement comment fonctionne le gouvernement. Parce que on ne peut pas... c'est ça le hic de notre pays. Tout le monde... C'est là... Nous prenons l'exemple des États-Unis. Vraiment. On prend les exemples des autres, comme aux États-Unis, avant d'être, par exemple, occuper une telle fonction, il faut, par exemple, être ça, avoir été ça, avant d'être ça. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui n'ont jamais été dans un gouvernement, qui n'ont jamais géré, et aujourd'hui, voilà les problèmes. Ça devient une interpellation, parce que maintenant, c'est des cacasses. On se bat pour avoir notre Premier ministre. Il faudrait que lorsque il sera question alors, c'est vrai, jusqu'à là, 1, 2, 3, non, ainsi de suite. Lorsqu'il sera décidé d'avoir le Premier ministre, il faudrait qu'on tienne compte de certaines capacités. L'expérience, certaines connaissances, la probité morale, l'intelligence, tous ces aspects pris en compte. À ce moment-là, on peut maintenant choisir quelqu'un. Mais si on prend les inexpérimentés, qui pourront encore nous créer des problèmes comme nous voyons aujourd'hui, je peux même parler du dysfonctionnement, surtout en ce qui concerne les arrêtés. En tout cas, c'est pire que nulle part on a vécu. Alors à ce moment-là, je me dis, c'est très dangereux pour le pays. Aujourd'hui, nous rêvons avoir les élections, mais si nous devons avoir un gouvernement dysfonctionnel qui ne permettra pas aux autres institutions de pouvoir fonctionner correctement, il sera encore difficile de mobiliser l'argent et organiser les élections dans le délai tel que voulu par l'accord. On risquera alors de tergiverser encore pendant longtemps possible, créer encore des tensions au pays, simplement parce que celui qui est à la tête du gouvernement n'aura pas compris qu'il faut faciliter le fonctionnement, qu'il faut permettre les ministres dans leurs secteurs respectifs de prendre des décisions, au moins que ces décisions soient pour l'intérêt de la nation. Et c'est simplement lorsqu'il y aurait une décision prise en dehors de la logique gouvernementale, à ce moment-là, ça peut poser problème. Mais lorsqu'on prend des décisions, parce qu'il faut aider le pays, parce qu'il faut faire avancer les choses, et vous, le Premier ministre, vous arrêtez, parce que vous avez des raisons politiques, des raisons, ainsi de suite, à ce moment-là, ça pose un problème sérieux. Nous pensons que prochainement, on va recadrer les choses, mais c'est difficile d'interdire à un ministre de prendre des décisions dans son secteur. Et surtout de parler aux journalistes. Il y aura rébellion, la propre ministre. Mais le cas, c'est que nous avions suivi la communication du ministre, après le Premier ministre, Fidèle Tingombaï. Vous sentez qu'il y a des choses qui posent... Je ne sais pas si c'est par rapport à cette communication, mais je m'en doute parce qu'il est intervenu un peu dernièrement, mais vous sentez la communication qui a posé problème. Est-ce que c'est au niveau de la compréhension aussi des questions politiques? Parce que peut-être lui aussi n'a jamais été au gouvernement. Je me dis, il y a quelque chose aussi qui se pose là, parce qu'il faut prendre le temps avant de communiquer. Vous avez votre équipe, ils ont des services de communication. vous posez la question à votre équipe, vous analysez et on vous oriente, vous tenez des points de vue qui seront acceptés et consommés par tout le monde. Mais vous, ministre, proche du Premier ministre, et vous tenez des propos qui ne cadrent pas avec certaines réalités politiques. Alors je me dis, il y a un problème sérieux. Avant de terminer, nous prenons aussi ce tout petit aspect, pardon, mesdames et messieurs, c'est les cellules de communication des ministres aujourd'hui. Parce que moi, je prends l'exemple de l'Europe, parce que c'est le modèle, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas, que nous soyons souverains ou pas, on prend l'exemple des autres. Il y a des cellules de communication. L'image, ça compte énormément aujourd'hui, ça, dans les réseaux sociaux, les tweets et tout ça, ça compte énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, les cellules de communication de nos ministres sont constituées de qui, aujourd'hui? Madame, ça c'est une question intéressante, étant donné que quand les cabinets sont composés des fois des membres des familles qui n'ont pas même le critère, vous prenez une cellule de communication, un menuisier dans la cellule de communication, quelle communication vous devez vous attendre? Le problème, c'est quand c'est comme Pascal l'a dit, les critères même de sélection de ces ministres, c'est quand on a respecté les critères fondamentaux
de désélection. Je crois que ce ministre-là va s'entourer de professionnels de la communication qui peuvent aider le ministère à pouvoir bien communiquer. Mais quand lui-même, le ministre, n'a pas été sélectionné sur base d'un critérium assez rigoureux, c'est difficile. Il va sélectionner également des membres de son cabinet comme vaille que vaille, étant donné qu'il voit que ses intérêts propres. Et d'ailleurs, vous allez retrouver certains ministres qui, au lieu de se plier aux exigences de la profession dans la communication, mais c'est lui qui dicte plutôt la cellule de communication. Moi, je vais dire ça. Comprenez un peu? Et comme nous sommes derrière le problème des moyens financiers, bon, on se plie. Ce n'est pas que tous ces ministres, ce n'ont pas de vrais communicateurs. Il y en a, ce qu'il y a, nous, il y a. Mais le problème, c'est au niveau même du fonctionnement du gouvernement dans l'ensemble. Donc la question est générale, ce n'est pas au niveau seulement de la dernière question, vraiment, prend un tout petit peu, nous avons parlé par le rapport, là je termine avec Kuba, c'est vraiment le point de vue économique, le rapport entre le prix du pétrole, parce qu'on a ouï dire que sur le plan international, le prix du pétrole a chuté. Mais comment expliquer aujourd'hui qu'à Kinshasa, on hausse le pétrole? En quelques poussières de secondes, vous nous expliquez ce point. Ah oui, c'est une question vraiment délicate parce que les consommateurs n'attendaient que la baisse des prix dans les stations-service. Malheureusement, à la surprise générale du consommateur congolais, ce n'est pas ça. On arrive plutôt à une hausse des prix en ce qui concerne les carburants. Mais pourquoi cela? Parce que vous avez les gouvernements, des opérateurs. Vous savez que la RDC, les opérateurs, oui. Vous savez que les opérateurs pétroliers importent les carburants de l'étranger. Mais maintenant, le problème c'est les taux appliqués, les taux frontières, ce qu'on appelle les taux frontières, parce que les francs congolais étant une monnaie que moi je peux appeler une monnaie paroissiale qui ne traverse aucune frontière nationale, qui ne se limite qu'à l'intérieur du pays. Or, en ce qui concerne les directives de la Banque centrale du Congo, depuis que les prix ont été fixés, le taux était de 930 francs congolais pour $1. Or, avec la dépréciation du franc congolais que nous avons connu, vous l'avez très bien souligné, 1337 francs congolais. Donc, lorsqu'on fait des calculs, les opérateurs économiques estiment qu'ils travaillent à perte. Mais maintenant, le problème, oui, il faut savoir, le Congolais qui a déjà perdu son pouvoir d'achat depuis janvier 2016, qui va assister à l'augmentation de prix des carburants, comment va-t-il maintenir l'équilibre au sein de sa famille? Est-ce qu'avec le franc congolais qui continue à se déprécier, les opérateurs économiques et les opérateurs pétroliers ne vont pas aussi saisir le gouvernement pour revoir également aussi à la hausse. À la hausse. Donc ça pose toujours le problème, l'hémorragie ne s'est pas arrêtée et c'est triste. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci en tout cas à Marcelin Tiswaka de Congo Web Télévision. Merci à Gabi Kuba, journaliste indépendant, et à Pascal Onge de Canal Kin Télévision. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous les journalistes et précisément les journalistes en action. Restez en action parce que, en tout cas, nous devons redorer l'image de ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Rendez-vous pris le mercredi prochain. Inch'Allah.